47 signatures alignées en 48 heures ont provoqué un basculement stratégique qui a surpris chancellerie, marché et observateurs de sécurité. Le pacte russo-africain, présenté comme un accord de défense et de développement, promet financement, transfert technologique et coordination militaire, tout en déplaçant l'équilibre des alliances loin des cadres occidentaux établis. Que signifie ce tournant pour les sociétés africaines, leurs États et leurs partenaires, à l'heure où Ibrahim Traoré s'impose comme symbole d'autodétermination? Les premières conséquences, observées rapidement, annoncent donc des effets durables sur la sécurité, l'économie et la diplomatie continentales africaines. Cette vidéo promet d'expliquer ce qui a réellement été décidé, ce qui relève des annonces et pourquoi l'enchaînement rapide des réactions a créé autant d'attentes que d'inquiétudes. Vous comprendrez les enjeux concrets, sans jargon, ni slogan, ni raccourci. L'accord est présenté comme une rupture, mais ses mécanismes doivent être examinés à froid, clause par clause, pour distinguer promesses politiques et capacités effectives. Il s'agit aussi d'évaluer les risques, notamment la dépendance financière, les obligations sécuritaires et les marges de manœuvre diplomatiques laissées aux États signataires. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré attire l'attention, non comme exception, mais comme indicateur d'une dynamique régionale plus large. L'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter, mais de comprendre comment ce choix redéfinit priorité, alliance et perception internationale. C'est cette lecture factuelle étape par étape que la suite va développer. Avant d'entrer dans la chronologie, une question simple reste ouverte et guidera l'analyse. Ce pacte change-t-il surtout les rapports de force ou la vie quotidienne dès maintenant? En moins de 48 heures, 47 États africains ont validé un cadre de coopération qui a immédiatement produit des effets visibles. Ce n'est pas l'annonce qui a surpris, mais la vitesse des premières retombées, dont un transfert financier annoncé à hauteur de 18 milliards de dollars au profit des structures continentales. À partir de ce point, le récit change de nature. Le pacte ne se limite pas à une déclaration d'intention diplomatique. Il combine sécurité, financement et technologie dans un format présenté comme intégré. Selon le contenu mis en avant, les engagements incluent une coopération militaire opérationnelle, des soutiens budgétaires ciblés et des transferts de compétences destinés à renforcer des capacités locales. Cette articulation explique pourquoi l'accord a été perçu comme un basculement plutôt que comme un simple réalignement. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des visages les plus cités de cette dynamique. Sa posture publique illustre une volonté de rompre avec des partenariats jugés conditionnels au profit de relations décrites comme fondées sur la souveraineté et l'égalité formelle. Toutefois, cette personnalisation masque un mouvement plus large. L'initiative se veut collective, portée par une coalition d'États aux trajectoires politiques et économiques différentes. Le contexte historique éclaire cette décision. Depuis des décennies, de nombreux pays africains évoluent dans des cadres d'aide et de sécurité associés à des contreparties politiques. Le pacte russo-africain est présenté comme une alternative à ces schémas en mettant en avant des engagements rapides et mesurables. Cette promesse de résultats concrets, annoncés dans des délais courts, explique l'écho immédiat de l'accord. Mais cette rapidité soulève aussi des interrogations. La coordination de partenaires de multiples, la soutenabilité financière et la gestion des obligations sécuritaires restent des points sensibles. Derrière l'effet d'annonce, la question centrale demeure. Ces mécanismes sont-ils conçus pour durer ou surtout pour envoyer un signal politique fort à court terme porté par des figures comme Ibrahim Traoré? Pour comprendre les premiers effets concrets, il faut quitter le niveau des déclarations et observer les acteurs qui servent de point de repère. Dans ce récit, Ibrahim Traoré joue le rôle de personnage guide, non parce qu'il serait seul à décider, mais parce que sa trajectoire rend lisible une orientation partagée par d'autres dirigeants. Son discours insiste sur la souveraineté, mais ses actes sont scrutés pour leurs implications pratiques. Dans les semaines qui suivent l'annonce, les impacts précoces évoqués concernent surtout la sphère sécuritaire. Des livraisons de matériel et des programmes de formation sont présentés comme des signaux immédiats destinés à montrer que l'accord n'est pas abstrait. Pour les États concernés, ces gestes ont une valeur symbolique forte. Ils matérialisent
une capacité à agir rapidement sans passer par des cycles de validation longs et conditionnels. Un premier cas souvent cité concerne la réorganisation des priorités militaires. L'accent mis sur la défense aérienne et la coordination régionale est présenté comme une réponse directe aux menaces transfrontalières. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est décrit comme un relais politique, mettant en avant l'idée que la sécurité précède le développement économique. Un second impact précoce touche à la perception internationale. Les annonces financières et technologiques, même avant leur déploiement complet, modifient la manière dont les partenaires extérieurs évaluent le rapport de force. Les marchés, les institutions et les chancelleries ajustent leurs anticipations, parfois avec prudence, parfois avec inquiétude. Ces effets initiaux ne tranchent pas encore la question de la durabilité, mais ils expliquent pourquoi l'accord est perçu comme plus qu'un symbole. Ils posent une interrogation simple et directe. S'agit-il d'un tournant structurel ou d'un choc calculé pour redéfinir les négociations futures? Le déclenchement est daté et précis. Le 28 décembre 2025, la signature du pacte russo-africain transforme une série de discussions diplomatiques en engagement formel. Ce passage à l'acte marque une rupture de rythme. Ce qui prenait habituellement des mois est condensé en quelques heures. L'annonce ne se contente pas d'énoncer des principes, elle fixe un cadre d'action immédiate donnant le ton d'une exécution rapide. Très vite, la séquence s'accélère. Dans les 48 heures suivant la signature, des annonces opérationnelles sont rendues publiques. Des livraisons de systèmes de défense sont évoquées pour plusieurs capitales africaines, accompagnées de programmes de formation et de soutien logistique. Ce moment constitue le point culminant symbolique de la séquence. Il montre que l'accord ne reste pas au niveau déclaratif. Ibrahim Traoré, cité parmi les dirigeants engagés, est présenté comme l'un de ceux qui assument publiquement cette accélération, renforçant l'image d'une décision assumée. À ce stade, la dynamique change de registre. Le pacte n'est plus seulement perçu comme une initiative politique, mais comme un fait stratégique susceptible de modifier les calculs régionaux. Les annonces financières viennent renforcer cet effet. Le transfert annoncé de 18 milliards de dollars vers des structures continentales agit comme un signal de crédibilité, en liant sécurité et développement dans une même temporalité. Ce couplage crée un effet de levier. Il suggère que la protection militaire et l'investissement économique avancent de concert. Les répliques ne tardent pas. Sur le plan international, les partenaires occidentaux réévaluent leur position. Sans réaction immédiate coordonnée, les discours se font plus prudents, parfois critiques, parfois interrogatifs. À l'intérieur du continent, les réactions sont contrastées. Certains États voient dans cette séquence une opportunité de renforcer leur autonomie. D'autres s'interrogent sur les engagements implicites à long terme. La chronologie révèle également un enchaînement intentionnel. Chaque annonce prépare la suivante, créant un sentiment d'irréversibilité. Ibrahim Traoré, dans ce contexte, apparaît moins comme un initiateur isolé que comme un point de cristallisation médiatique. Sa présence renforce la lisibilité du récit, mais elle masque aussi la diversité des intérêts en jeu au sein de la coalition. Enfin, les derniers effets de cette séquence concernent la perception interne. Pour les opinions publiques africaines, la rapidité de l'exécution est interprétée comme une preuve de sérieux. Pour les acteurs extérieurs, elle soulève une question centrale. Cette succession rapide d'événements traduit-elle une stratégie durable ou une démonstration de force destinée à renégocier les équilibres existants? Avant l'accord, la situation de référence était marquée par une dépendance sécuritaire fragmentée et des financements étalés dans le temps. Les dispositifs de défense africains reposaient majoritairement sur des partenariats bilatéraux hétérogènes, souvent conditionnés, avec des délais de mise en œuvre longs. Sur le plan financier, les soutiens extérieurs passaient par des programmes successifs, rarement synchronisés avec des priorités sécuritaires immédiates. Le premier changement mesurable concerne les volumes financiers annoncés. Le transfert de 18 milliards de dollars vers les structures continentales constitue un écart significatif par rapport aux flux habituels, généralement répartis sur plusieurs exercices budgétaires. Cette somme, présentée comme rapidement mobilisable, modifie la perception de la capacité d'investissement à court terme.
Elle suggère un passage d'une logique d'aide progressive à une logique de levier immédiat, même si les modalités précises d'allocation restent à clarifier. Un deuxième indicateur porte sur l'échelle militaire. La formation annoncée de plus de 800 000 soldats africains représente un changement d'ordre de grandeur. Comparé au programme précédent, souvent limité à des contingents restreints, cette ambition traduit un saut quantitatif. L'écart n'est pas seulement numérique, il est organisationnel. Former à cette échelle implique des structures, des doctrines et une coordination régionale renforcée, ce qui dépasse la simple livraison d'équipements. Le troisième élément chiffré concerne la diffusion des systèmes de défense. La mention de livraison vers une douzaine de capitales africaines indique une couverture géographique élargie, là où les dispositifs antérieurs étaient concentrés sur quelques points stratégiques. Ce basculement spatial renforce l'idée d'un changement de posture collective, plutôt que d'un renforcement ponctuel. Ces chiffres, pris ensemble, dessinent une trajectoire nouvelle. Ils servent de preuve narrative pour étayer le discours politique porté par plusieurs dirigeants, dont Ibrahim Traoré. Son rôle, ici, est moins technique que symbolique. Il incarne la traduction politique de ces deltas quantitatifs en les reliant à un récit de souveraineté et d'autonomie stratégique. Cependant, la lecture des données appelle à la prudence. Les montants annoncés ne sont pas équivalents à des dépenses effectives et les volumes de formation ne garantissent pas à eux seuls une efficacité opérationnelle. Le passage de la situation de référence au écart est réel sur le plan des annonces, mais sa consolidation dépendra de la capacité des États à absorber ces ressources, à les coordonner et à en mesurer l'impact dans le temps. Ainsi, les preuves quantitatives renforcent la crédibilité du pacte à court terme, tout en ouvrant une question centrale. Ces deltas chiffrés marquent-ils le début d'une transformation structurelle ou constituent-ils surtout un signal stratégique destiné à redéfinir les rapports de force immédiats ? Les critiques les plus structurées du pacte reposent sur deux arguments principaux, formulés par des observateurs internationaux et certains acteurs régionaux. Le premier soutient que cet accord risque de créer une nouvelle forme de dépendance, en remplaçant des partenariats occidentaux conditionnels par des engagements tout aussi contraignants, mais moins transparents. Selon cette lecture, la concentration des financements, des formations militaires et des technologies auprès de nouveaux partenaires pourrait réduire la marge de manœuvre stratégique des États africains à moyen terme. Le second argument met en avant le risque de déséquilibre interne. L'ampleur des annonces, notamment sur le plan sécuritaire, pourrait accentuer les tensions régionales si les capacités renforcées ne sont pas accompagnées de mécanismes de gouvernance solides. Les critiques estiment que des investissements rapides et massifs, sans cadres institutionnels harmonisés, peuvent fragiliser plutôt que stabiliser certains contextes nationaux. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Toutefois, les éléments issus du contenu disponible permettent d'une réponse nuancée. D'une part, le pacte est présenté comme multilatéral, impliquant 47 États aux intérêts divergents. Cette pluralité limite, au moins théoriquement, la captation unilatérale de l'influence par un seul partenaire extérieur. La structure collective agit comme un contrepoids aux dépendances bilatérales classiques. D'autre part, l'articulation entre sécurité et développement vise précisément à réduire les effets de déséquilibre. Les investissements annoncés dans les infrastructures, la formation et l'industrialisation sont présentés comme des compléments aux capacités militaires, et non comme des substituts à la gouvernance. Cette logique cherche à corriger une faiblesse souvent observée dans les partenariats antérieurs où la sécurité était dissociée des dynamiques économiques. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré est fréquemment citée non comme une garantie, mais comme un indicateur politique. Elle illustre une volonté de négocier en affichant des lignes rouges tout en acceptant le principe d'interdépendance maîtrisée. La solidité de cette réponse dépendra moins des intentions déclarées que de la capacité collective à transformer ces engagements en institutions durables. La question reste donc ouverte. Ces contre-arguments seront-ils validés par les faits, ou les craintes exprimées aujourd'hui se confirmeront-elles avec le temps ? Le cœur du basculement apparaît ici. L'accord n'est pas conçu comme une alliance figée, mais comme une plateforme évolutive.
Il relie défense, financement et industrialisation dans un même cadre, ce qui modifie la logique habituelle des partenariats internationaux. Au lieu d'une succession de programmes indépendants, il propose une synchronisation des leviers, présentée comme la clé de son impact potentiel. Ce point change la lecture des événements précédents. Les livraisons militaires, les transferts financiers et les annonces technologiques ne sont plus des gestes isolés, mais les éléments d'un même mécanisme. Cette intégration explique la rapidité observée et l'impression d'irréversibilité ressentie par de nombreux acteurs. Elle transforme aussi la nature des engagements. Sortir de l'accord devient plus coûteux que d'y entrer. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme un symbole politique, mais comme un repère narratif. Son discours met en avant l'idée que la souveraineté ne repose pas sur un seul pilier, mais sur la capacité à articuler sécurité et développement. Ce message résonne auprès de gouvernements confrontés à des menaces immédiates et à des contraintes économiques durables. Voici le tournant central. Le pacte ne vise pas seulement à changer de partenaire, mais à changer de méthode. Reste à savoir si cette méthode intégrée tiendra face aux réalités politiques, budgétaires et institutionnelles des États signataires. Pour les États, la conséquence la plus immédiate concerne la marge de manœuvre stratégique. Le pacte offre une alternative crédible au cadre traditionnel, ce qui modifie la position de négociation dans les forums internationaux. Les gouvernements signataires peuvent désormais comparer, arbitrer et rééquilibrer leurs partenariats au lieu de dépendre d'un seul canal. Cette pluralité accroît le pouvoir de négociation, mais elle impose aussi une discipline nouvelle. Coordonner des engagements sécuritaires et financiers d'ampleur continentale exige des institutions plus robustes et des mécanismes de suivi partagés. Du côté des entreprises, l'impact potentiel se situe à l'intersection de la sécurité et de l'investissement. La stabilisation relative de certaines zones, si elle se confirme, peut réduire les coûts de risque et favoriser des projets industriels à plus long terme. Les annonces d'infrastructures, de zones industrielles et de transferts technologiques sont perçues comme des signaux d'ouverture. Toutefois, cette opportunité s'accompagne d'incertitudes réglementaires. Les entreprises devront s'adapter à des cadres en recomposition où les normes, les financements et les partenaires évoluent rapidement. Pour les citoyens, les effets sont plus indirects, mais tout aussi déterminants. Une amélioration de la sécurité peut renforcer la mobilité, l'accès au marché et la continuité des services non publics. Les investissements dans les infrastructures promettent des emplois et une réduction des coûts de transport. Cependant, ces bénéfices restent conditionnels. Ils dépendront de la capacité des États à traduire des accords macroéconomiques en politiques publiques tangibles, visibles dans la vie quotidienne. À l'échelle régionale, le pacte redessine les équilibres. Une coordination sécuritaire accrue peut limiter les effets de débordement des conflits, mais elle peut aussi susciter des réactions d'acteurs extérieurs inquiets de perdre de l'influence. Les organisations régionales et continentales se retrouvent au centre du jeu, chargées d'arbitrer entre cohésion interne et pression internationale. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré est souvent mentionné comme une figure de référence, non pour ses décisions isolées, mais pour ce qu'elles symbolisent. Son positionnement cristallise les attentes et les craintes associées au pacte. Il incarne, pour certains, la promesse d'une autonomie renforcée. Pour d'autres, le risque d'une reconfiguration rapide aux conséquences imprévisibles. Au final, les conséquences concrètes ne se limitent non pas à un seul niveau, elles s'additionnent, se croisent et parfois se contredisent. C'est dans cette superposition entre gains potentiels et contraintes nouvelles que se jouera la portée réelle de ce basculement stratégique. Le scénario de base suppose une mise en œuvre progressive et inégale. Les mécanismes de coopération avancent, mais à des rythmes différents selon les États. Les financements annoncés sont partiellement déployés, prioritairement vers des projets visibles et des besoins sécuritaires immédiats. La coordination régionale progresse sans être pleinement intégrée, ce qui limite l'effet de transformation structurelle. Dans ce cadre, le pacte stabilise certaines zones et améliore la capacité de négociation internationale sans bouleverser l'ordre existant.
Ibrahim Traoré reste une figure de référence, mais l'attention se déplace vers les résultats concrets plutôt que vers les symboles. Le scénario optimiste repose sur une exécution cohérente et collective. Les États signataires harmonisent leurs priorités, les financements sont rapidement opérationnels et les projets d'infrastructure commencent à produire des effets mesurables. La formation et la coordination sécuritaire réduisent certaines menaces transfrontalières, créant un climat plus favorable à l'investissement. Les partenariats technologiques soutiennent l'émergence de capacités industrielles locales. Dans cette trajectoire, le pacte devient un modèle alternatif crédible, et des dirigeants comme Ibrahim Traoré sont perçus comme des catalyseurs d'une autonomie consolidée. Le scénario critique, enfin, envisage des frictions croissantes. Les engagements financiers tardent à se concrétiser, les obligations sécuritaires pèsent lourdement sur certains États et les tensions diplomatiques avec des partenaires traditionnels s'accentuent. L'absence de mécanismes de gouvernance solides fragilise la coordination et le pacte est alors perçu comme un facteur de polarisation. Les figures politiques mises en avant, dont Ibrahim Traoré, deviennent des points de cristallisation des critiques, accusés de surestimer les bénéfices à court terme. Ces trois scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les contextes nationaux. La clé analytique consiste à observer les signaux faibles, rythme de décaissement, coordination institutionnelle et capacité à gérer des partenariats multiples. C'est dans ces indicateurs, plus que dans les discours, que se dessinera la trajectoire réelle du pacte au cours des prochains mois. Pour le public intéressé par les questions de sécurité, le pacte modifie d'abord la manière de lire les risques. La promesse d'une coordination renforcée et de capacités accrues peut être perçue comme un facteur de stabilisation. Mais elle invite aussi à s'interroger sur la durabilité. Une sécurité renforcée à court terme ne garantit pas une stabilité politique ou sociale à long terme sans institutions solides. Pour ceux qui suivent les enjeux économiques, l'attention se porte sur les investissements annoncés et leur traduction concrète. Infrastructures, industrialisation et transfert technologique suscitent des attentes élevées. À ce niveau, l'enjeu est de distinguer les projets effectivement lancés des annonces encore en phase de cadrage. Comprendre cette différence aide à éviter les lectures excessivement optimistes ou pessimistes. Les citoyens directement concernés par les zones de tension observent des signaux plus immédiats: mobilité, accès aux services, continuité des activités économiques. Si les effets positifs se matérialisent, ils peuvent renforcer la confiance dans les choix stratégiques des dirigeants. Dans le cas contraire, les attentes déçues peuvent rapidement se transformer en frustration. Pour les observateurs internationaux, enfin, le pacte constitue un laboratoire. Il teste la capacité du continent à négocier collectivement et à gérer des partenariats multiples sans perdre son autonomie. Dans ce cadre, des figures comme Ibrahim Traoré servent de repères symboliques, mais l'essentiel se joue au niveau des mécanismes institutionnels. Pour le public, l'attitude la plus utile reste analytique. Suivre les indicateurs concrets, comparer les promesses aux réalisations et rester attentif aux signaux de gouvernance permet de dépasser les récits simplificateurs. Cette posture critique n'exclut ni l'espoir ni la prudence. Elle aide simplement à comprendre un changement encore en construction. La crédibilité du pacte dépend désormais d'une feuille de route lisible, structurée en étapes vérifiables. D'abord, la première étape concerne la gouvernance. Les États signataires doivent clarifier les organes de pilotage, définir des responsabilités précises et établir des calendriers publics. Sans cette architecture, la coordination multilatérale risque de rester théorique. Les institutions continentales sont appelées à jouer un rôle central, en arbitrant priorités et séquences d'exécution. Ensuite, la deuxième étape porte sur la mise en œuvre sécuritaire. Elle implique la planification des formations, la répartition des équipements et l'intégration des doctrines. Le critère de mesure n'est pas le volume annoncé, mais la capacité opérationnelle effective, interopérabilité, temps de réponse et réduction mesurable des menaces. C'est à ce niveau que les premières évaluations comparables pourront être conduites. Puis, la troisième étape
concerne les financements et projets économiques. Les décaissements doivent être tracés, affectés à des projets identifiés et suivis par des indicateurs simples. Délai, coût, retombées locales. La réussite dépendra de la capacité à transformer des flux financiers en infrastructures fonctionnelles et en emplois durables, plutôt qu'en annonces successives. Enfin, la quatrième étape touche à la redevabilité politique. Les dirigeants qui portent le pacte, dont Ibrahim Traoré, seront jugés sur leur capacité à rendre compte des résultats, à ajuster les trajectoires et à reconnaître les limites. Cette transparence conditionne la confiance interne et externe. Enfin, la mesure globale du succès reposera sur un faisceau d'indicateurs: sécurité améliorée, investissements effectifs, coordination institutionnelle et autonomie de décision préservée. Si ces éléments progressent ensemble, le pacte pourra être considéré comme une transformation réelle, plutôt qu'un simple repositionnement stratégique. Le fil conducteur de cette séquence reste la vitesse. En quelques jours, un accord a suffi à déplacer des lignes que l'on croyait figées depuis des décennies. Ce rythme, plus encore que les montants ou les annonces, explique le sentiment de basculement ressenti par de nombreux observateurs. Il crée une impression d'urgence et de possibilité, mais aussi de fragilité. Le motif central revient alors au premier plan, la souveraineté, non comme slogan, mais comme pratique. Ibrahim Traoré incarne cette idée aux yeux de ses partisans comme de ses critiques, parce qu'il assume publiquement un choix qui engage bien au-delà de son propre pays. Cette exposition personnelle renforce la portée symbolique du pacte, tout en concentrant les attentes et les doutes. Sur le plan humain, l'enjeu dépasse la géopolitique. Il touche à la capacité des sociétés africaines à croire de nouveau en des trajectoires maîtrisées, construites à partir de décisions prises localement. Si les promesses se traduisent en améliorations tangibles, le pacte pourra être perçu comme un point d'inflexion durable. Si elles échouent, la déception sera proportionnelle à l'espoir suscité. Une phrase résume ce moment, et elle dit ceci: « Le choix a été fait, mais l'histoire reste à écrire. Ce sont les mois à venir, bien plus que les déclarations passées, qui diront si ce basculement était une transition maîtrisée ou une accélération risquée. » À ce stade, le pacte apparaît moins comme une conclusion que comme un point de départ. Il ouvre un espace de débat sur la manière dont un continent peut redéfinir ses partenariats sans renoncer à sa diversité interne ni à sa capacité de choix. Pour les observateurs, l'enjeu n'est pas de trancher immédiatement entre succès ou échec, mais de suivre attentivement la trajectoire qui se dessine. Ce suivi passe par des gestes simples, comme comparer les annonces aux réalisations, observer les mécanismes de gouvernance et écouter les signaux provenant des sociétés concernées. La transformation décrite ne se jouera pas uniquement dans les sommets internationaux, mais aussi dans les décisions budgétaires, les projets locaux et la perception des citoyens. Des figures politiques mises en avant, comme Ibrahim Traoré, continueront de polariser l'attention, mais elles ne résument pas à elles seules la dynamique en cours. La question que ce récit laisse ouverte est volontairement large. Ce nouveau cadre de coopération deviendra-t-il un modèle durable de souveraineté partagée ou un épisode transitoire dans un paysage géopolitique en recomposition rapide? La réponse dépendra autant des choix collectifs que de la capacité à apprendre des premiers résultats. À vous désormais d'observer, d'analyser et de participer au débat. Quelle trajectoire vous semble la plus crédible pour les mois à venir ?